Bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Livre en live. C'est le 16e, je crois. Il va être consacré à un gros succès de librairie actuellement, un gros succès presque habituel, mais nous verrons si ça doit toujours être ainsi. En tous les cas, pour ce qu'il en est de ce 27e tome de Black et Mortimer intitulé Le Cri du Moloch. Les lecteurs et les lectrices sont extrêmement nombreux pour lire cette sorte de seconde partie à une histoire qui a commencé il y a peut-être 7 ans, mais pour nous aider à y voir plus clair, nous avons la chance d'avoir 3 invités ce soir. Il y a un nouveau venu, Christian Caillot, qui signe le dessin avec Étienne Schrader, et il y a également le directeur éditorial des éditions Black et Mortimer. Il a tout un tas d'autres titres, mais on va surtout s'intéresser à Black et Mortimer ce soir. Il s'appelle Yves Schlierf, et je propose qu'on les mette à l'écran puisqu'a priori ils sont là et ils nous attendent. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Bonsoir. Voir dans un instant, voilà. Bonsoir Yves, soyez les bienvenus. Bonsoir. Je tiens à signaler que nous avons la même couleur de pull, mais ça n'a pas été fait exprès. Si on s'appelle le matin, on dit Yves, comment tu t'habilles ce matin? Moi, je suis d'accord, on va mettre le même et voilà. Vous allez bien? C'est un petit peu particulier et tous les trois, je tiens à le dire aux différents internautes qui nous écoutent, parce que tous les trois avaient dit combien vous regrettiez de ne pas pouvoir venir à Lille rencontrer évidemment les lectrices et les lecteurs que j'imagine ils auraient été extrêmement nombreux à eux aussi vouloir vous rencontrer. Alors voilà, ça s'est pas fait pour cette année. J'espère que les années suivantes, ce sera l'occasion de se voir. Mais avant toute chose, peut-être on va commencer par là. J'aimerais bien que vous nous disiez tous les trois, cherchez un petit peu dans le fond de votre mémoire, la première fois que vous avez lu un Jacobs, la première fois que vous avez rencontré Black et Mortimer, si vous arrivez un petit peu à voir à quel moment ça se situait et dans quelles circonstances. J'ai lu quelque chose d'assez amusant concernant Étienne, puisque c'est lui qui est tout en haut. Il fallait négocier avec votre frère pour pouvoir lire le tome 1 de l'un ou l'autre, parce que c'était lui qui était le dépositaire du tome 1, donc c'était déjà dans un contexte particulier. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu ça? Absolument, absolument. Même si j'en ai fait une histoire un peu romancée à propos de mon frère, mais la circonstance très particulière, c'est que dans notre bibliothèque familiale, à l'époque, il y avait très très peu de bandes dessinées, donc nous sommes dans les années 50, au tout début des années 50, et il y avait Le Secret de l'Espadon, tome 1, et Le Mystère de la Grande Pyramide, tome 1. Donc, je crois que j'ai dû attendre d'avoir 18 ans pour connaître la fin de chacune de ces histoires. Mais la découverte la plus consciente, je dirais, de Blake et Mortimer, ça a été dans les pages du journal Tintin, c'était La Marque jaune. Mmh. J'en avais amené un parce que voilà, ça ressemblait à ça. C'est ça, il est 47, et oui. sur le 4e de couverture, on pouvait voir. C'est l'histoire française, ça. Hein, c'est quand même très drôle. Et si c'était sur le 4e, c'est que c'était important, c'était le lecteur. Alors Christian, même question à peu près, souvenir? Pas aussi précis, ma foi. Moi, il y a eu au moment de l'adolescence la fréquentation affamée de la bibliothèque municipale de la ville de la banlieue parisienne où j'habitais. Et ça a été au moment de l'adolescence. Toute la bande dessinée m'est tombée dessus d'un coup. Parce que à part les Hakim et Black le Rock ou un Lucky Luke quand on s'arrêtait à la station-service en partant en vacances, il n'y avait pas de bande dessinée chez moi. Mais ça a été j'habitais la banlieue rouge et les bibliothèques à ce moment-là étaient un vecteur important de transmission. Et d'un seul coup, j'ai osé aller dans la section adulte, où il y avait les bandes dessinées les plus intéressantes et où il y avait le plus à lire. Le souvenir que je pourrais avoir le premier de Black et Mortimer, c'est que dans la prime adolescence, il y avait trop à lire. C'était d'abord Tintin, c'était d'abord les tuniques bleues, à l'époque, des choses comme ça. Et Black et Mortimer, il a fallu attendre un petit peu plus tard, peut-être 13-14 ans. Mais je ne saurais pas dire quel album en particulier. Mais il y a un moment, ça m'est tombé dessus, effectivement.
Avant de poser la même question à Yves, je tiens à préciser que les internautes qui nous regardent peuvent poser des questions, ils n'hésitent pas à le faire, on les prendra peut-être pas tout au début, je vais les suivre en même temps et bien évidemment on les posera ensuite à nos invités. Alors Yves, premier souvenir de Black et Mortimer. Alors là, je m'en souviens très très bien. Moi, c'est lié à un album, c'est Le Secret de l'Espadon. On est à Noël, il y a le sapin et sous le sapin, je découvre l'intégrale parce que il y a eu un moment une intégrale, donc tome 1, tome 2 de l'Espadon, en un album sous le sapin comme cadeau de Noël. Il est toujours dans mon bureau de Dargaud Benelux parce que vous savez que les éditeurs sont des gens pauvres et nous n'avons donc pas les moyens de nous payer une ancienne édition. Et donc, on travaille à ce jour toujours avec mon Espadon intégral qui était sur le sapin quand j'étais ado. Il est toujours là, il sert toujours, il est toujours d'actualité. Ça va être un anniversaire dans pas longtemps, là, en plus de ça. Bien joué, oui, l'année prochaine, 75 ans de l'Espadon en septembre. Je viens d'oublier la date. Étienne va peut-être pouvoir m'aider. Enfin, c'est mi-septembre à peu près. Oui, mi-septembre. 16, 17, le combien? Le combien, tu as dit? Mi-septembre, je ne… Oui, mi-septembre, moi aussi, voilà. Mais on va fêter ça dignement, je vous rassure. Alors, Le Cri du Moloch est l'actualité qui nous réunit aujourd'hui, publié donc aux éditions Black et Mortimer. Certains, Christian, se sont un petit peu étonnés de vous voir dans cette aventure. Personnellement, je dois dire, pour connaître vos petits ouvrages, petits par la taille, publiés chez Très Étrange, par exemple Le Café du Voyageur, moi, dans Le Café du Voyageur, je vois tout à fait un monsieur extrêmement doué en ligne claire, et ça paraît beaucoup moins étonnant en ayant lu ce Café du Voyageur, de vous retrouver dans cette aventure-là. Même si ensuite, il y a eu tout un tas d'autres albums, d'autres aventures, d'autres collaborations, parfois où vous étiez scénariste, parfois avec d'autres scénaristes, mais la ligne claire, elle était un peu là quand même, non? Frédéric, nous nous connaissons depuis peu de temps, 5 minutes à peu près, mais j'ai brutalement beaucoup d'affection pour vous. Je ne peux même pas vous dire à quel point on se connaît depuis longtemps, mais vous m'avez oublié, mais on racontera ça tout à l'heure parce que c'est pour la fin. Alors, il y a fort longtemps. Mais… Ouais, c'est ça, il y a fort longtemps. Dites-moi un petit peu comment ça s'est passé, la partie recrutement de cette affaire-là. Alors, j'ai été recruté, effectivement. J'aurais pas, ça m'aurait même pas traversé l'esprit. On est venu me chercher et en l'occurrence, les deux personnes qui sont venues me chercher sont José-Louis Bocquet et Jean-Luc Fromental. Voilà, tous les deux auteurs, éditeurs, scénaristes, enfin des hommes de goût et de talent. Mais ils m'ont dit qu'ils travaillaient sur un scénario de Black et Mortimer et ils souhaitaient me le confier. En fait, ils m'ont dit, on aimerait bien que ce soit toi qui le dessine. J'ai été le premier surpris, je dois bien le dire, parce que exactement comme vous le dites, même si à l'origine, mon ADN, comme dit José-Louis Bocquet, est la ligne claire, je suis arrivé quelques années après ce qu'on a appelé le renouveau de la ligne claire, avec toute cette génération de dessinateurs qui étaient Yves Chaland, François Avril, Floch, etc. Et c'est eux qui… c'est avec eux que j'ai grandi et c'est eux qui m'ont fait devenir auteur de bande dessinée, on va dire. Mais comme j'avais raté un peu ce train-là, et puis parce que ma vie a amené d'autres expériences, en l'occurrence celle du voyage, de l'Afrique ou des choses comme ça, j'ai exploré d'autres voies et puis laissé parler je me suis engagé sur mon chemin de création personnelle. Mais José-Louis Bocquet m'a dit c'est ton ADN, tu viens de là, et il m'a dit je pense que il y a une attente de ce côté-là de la part des éditions Black et Mortimer, c'est-à-dire être capable d'assumer l'héritage, d'être dans la continuité de Jacobs, mais en même temps d'amener ce petit plus qu'est capable de le faire un auteur, alors une bête de studio qui serait simplement capable de reproduire, de copier du Jacobs, est-ce que ça aurait de l'intérêt? Sûrement pas. Voilà. L'idée étant
garder la série et cet héritage vivant pour l'amener vers une espèce de modernité respectueuse. On marche un peu sur des œufs. Les lecteurs s'attendent à retrouver des marqueurs, des choses qu'ils aiment, mais en même temps, il faut pas être dans un mausolée non plus. Il faut amener quelque chose de vivant, tout simplement. Contemporain ne conviendrait peut-être pas, je sais pas. Yves ou Étienne en parleront aussi, mais en tout cas de vivant, d'animé. Voilà. Yves, justement, ce n'est pas parce que moi je lis absolument tout ce que vous dites, j'ai des archives sur vous phénoménales. Et en 2018, dans une interview, vous aviez dit que normalement on devrait lire une prochaine aventure de Blake et Mortimer qui se passerait à Berlin et qui serait dessinée justement par Christian Caillot et scénarisée par Fromental et Jean-Louis Bocquet, comme on le disait à l'instant. Christian Caillot m'a l'air d'être un garçon dégourdi, je le crois très capable s'il prend un billet d'avion où il doit aller à Berlin en 1960-62, il me semble capable de le faire, et il se retrouve à Londres en 1955. Alors il faut me raconter ce qui s'est passé, parce que là il a raté son avion ou quelque chose comme ça. Il a pas raté son avion, mais on lui a fait changer d'avion. Voilà. C'est le plan éditeur, ça. Alors, effectivement, Aubin était en stand-by d'un scénario de Blake et Mortimer. Il est assez, à raison, quelque part, difficile dans son choix de scénariste, et donc il attendait un scénario qui lui convienne. Et à un moment, Aubin me dit, mais écoute, j'ai entendu que effectivement, voilà, José-Louis Bocquet, Fromental ont une histoire. Je dis, ouais, ok, mais c'est pas pour toi. Voilà, c'est pour Christian Caillot, Étienne Schrader. Il me dit, ouais, mais je voudrais quand même le lire. Je dis, ouais, on peut te le faire lire, ça va. Je demande aux deux scénaristes, ils sont OK, ils me disent OK. On envoie ça à Aubin qui me dit, ah, j'adore. Je dis, ah ouais, le seul problème, c'est que c'est pas pour toi. Donc, j'ai gentiment téléphoné, voilà, à mon ami Bocquet en lui disant, écoute, on a un petit problème, c'est que il faut sauver Maître Aubin parce qu'il est assez difficile et donc il ne veut travailler qu'avec vous et donc il va falloir déporter les deux amis sur un autre scénario. Alors là, au grand hasard, Jean Dufaux avait en tête depuis longtemps de refaire une suite un petit peu à Londe Septimus. Moi, je voulais malgré tout qu'on clôture cette affaire Londe Septimus qui était quand même un petit peu en suspens à la fin du tome 1. Et donc voilà, on a switché et voilà, Étienne et Christian, je dois dire, avec beaucoup de souplesse et d'élégance, ont accepté, voilà, de passer sur ce scénario de Jean Dufaux. Mais ce n'est que partie remise. Hein. Un jour, on va revenir à l'original. Oui, parce que Étienne était déjà de l'aventure il y a 7 ans. D'ailleurs, il est dans plein d'aventures. On aura l'occasion d'en parler avec lui, j'espère, des autres dessinateurs. On va parler de celle-ci parce que ça a pris 7 ans. 7 ans de réflexion entre l'onde Optimus et donc ce cri du Moloch. S'il a passé 7 ans de réflexion avec Marilyn Monroe, c'est un homme heureux, Jean Dufaux, mais dans la BD en général, 7 ans, c'est un bon moment. J'aimerais bien que vous nous disiez, Étienne, puisque vous avez connu les 2 albums et les 2 collaborations, comment on co-dessine. Je suis fasciné par les gens qui co-écrivent. Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais bien que vous me disiez comment on co-dessine, puisque vous l'avez fait avec beaucoup de dessinateurs. Oui, du moins, c'est ce que la rumeur raconte. Ah, d'accord. C'est vrai, hein. À chaque dessinateur, c'est une autre collaboration. Donc, pour rester dans le cadre de Blake et Mortimer, mes débuts remontent à Tête de Noix et à L'étrange rendez-vous. Donc, c'est une collaboration d'un tout autre type que celle que j'ai entamée et je crois que nous avons réussi avec Christian. Les autres collaborations, comme je l'ai souvent dit et que je le répète,
relevait plus du sauvetage que de la collaboration délibérée. Voilà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ma faculté de m'adapter assez facilement, pas tant aux traits du dessinateur, mais surtout à sa personnalité, parce que c'est là que ça se joue, ont fait que j'ai pu travailler aussi bien avec Chantal de Spiegeler pour commencer, Aubin ensuite, et même André Julliard. Mais ici se pose une autre question. Donc, Yves vous a résumé très succinctement toute l'aventure du cri du Moloch et du switch qu'il y a eu entre Christian et Aubin. Bon, prenons cette version-là comme la version officielle. Okay. D'accord. C'est comme ça que ça s'est passé, hein, mais ça ne s'est pas fait d'un coup. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Là, il s'agissait de mettre sur pied ce que j'appellerais une véritable collaboration, et non plus un coup de main donné à un dessinateur un peu en panne, un peu trop lent, un peu ceci, un peu cela. Bon, c'était pas le cas de Julliard, par exemple. Là, c'était tout à fait autre chose. C'était une assistance technique que Julliard m'avait demandé, tout simplement pour lui faire gagner 4 mois, 3 ou 4 mois, simplement. Donc ça, c'était... Je mets ça entre parenthèses. Avec Christian, il fallait imaginer une manière d'aborder un album complet ensemble. Donc, une véritable collaboration. Et là, il avait des atouts et j'en avais d'autres. Et les deux se complétaient. Je suis incapable de dessiner correctement des personnages, ou alors ça me prend un temps infini et le résultat ne sera jamais à la hauteur des attentes. Christian, par contre, lui, a une façon, de par son travail personnel, une façon très particulière d'aborder la perspective, les décors, etc. Et cette façon-là, elle ne marchait pas pour Blake et Mortimer. Elle était loin d'être, elle n'était pas assez classique, je dirais. Donc, il y avait déjà techniquement deux de nos compétences qu'on pouvait réunir. Ensuite, j'ai beaucoup insisté, et je remercie encore Christian aujourd'hui d'avoir accepté ça. J'ai beaucoup insisté pour avoir j'ai aidé pour être en tête de la chaîne, c'est-à-dire de réaliser le découpage. Et non pas un découpage rapide, griffonné, etc. Un découpage au format de la planche définitive, avec les cases mises en place, millimétrées, les bulles, les textes, les positions des personnages, les perspectives de décor, etc. Je trouvais que c'était le seul moyen de pouvoir avancer de façon efficace. Et c'est ce que nous avons fait. Et moi, cela m'intéressait parce que dans la bande dessinée, la seule chose qui m'intéresse vraiment, vraiment, c'est la narration. Et j'ai eu la prétention d'analyser le plus loin possible la narration de la marque jaune et de voir comment Jacobs s'y prenait. J'ai fait des tas de découvertes, donc j'ai découvert des choses que à la simple lecture, on ne voit pas, mais on les perçoit. Il a une manière à lui de positionner ses personnages dans les cases, d'utiliser le décor, de placer les détails là où il faut et de s'abstraire des détails quand il n'en faut pas. Je sais que cet élément m'est beaucoup reproché aujourd'hui, hein, que j'entends des mots comme décor bâclé ou réduit au minimum. Bon, ben, regardez la manière dont Jacobs dessine une voiture, la manière dont Jacobs dessine un avion. Et ça correspondait exactement aux ambitions de Christian, qui voulait pratiquer une ligne claire proche de l'épure, sans détails superflus. Est-ce qu'on a réussi? Est-ce qu'on s'est trompé? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'était délibéré.
Oui, et puis les lecteurs sont plutôt au rendez-vous. Alors, des personnages, mon cher Christian, dès la page 2 de l'album, c'est la page 4 réellement, enfin, la page 2, vous nous plongez dans un nouvel épisode de The Crown et on est avec la reine dans son palais. Et la reine est bien là, version les 2 premières saisons, vous l'avez dessinée à la perfection. On la retrouvera d'ailleurs plus loin et à chaque fois qu'elle apparaît, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très bien fait par Laurence Lacroix, et on a l'impression qu'elle allume l'album à ce moment-là. Il y a une autre lumière qui apparaît et ça donne encore plus cet effet de série télé qui apparaît au milieu de l'album. C'est vraiment très, très remarquable. Dites-nous un petit peu quels sont les personnages difficiles à attraper, les personnages difficiles à dessiner pour vous dans cette aventure-là, qui est la première en tous les cas pour ce qui est de Blake et Mortimer. Qu'est-ce qui vous a posé le plus de problèmes? Plus de problèmes, c'est effectivement en plus quelque chose que Jacobs lui-même a peu fait, pour me dire, on peut même dire pas du tout, c'est représenter des personnages réels qui ont existé, tels que la reine d'Angleterre ou Churchill. Churchill apparaît, il n'est pas cité dans un des albums. Donc là, on travaille forcément, on invoque une mémoire collective, des images collectives, il faut y coller. En citant The Crown, vous tapez juste, puisqu'elle tombait bien pour nous, la série, là. On a passé quelques heures à la regarder quand même, puisqu'on sait qu'elle a été fort bien faite, et ne serait-ce que pour retrouver le décor des salons de réception, etc., à Buckingham. Mais bon, c'est un équilibre assez difficile, puisqu'il ne faut pas l'enlaidir, ni la transformer en pin-up. Il faut qu'elle soit identifiable, mais en même temps, c'est pas l'image de la reine vieillissante avec ses petits chapeaux et ses petits chiens, là. On n'en est pas encore là. On est au milieu des années 50. Bon, c'est quelque chose de difficile. Après, l'autre difficulté, c'est évidemment les personnages principaux. Puisque là aussi, forcément, on sait qu'on ne pourra pas contenter tout le monde, qu'on va se faire allumer par certains, mais donc il faut se les approprier en quelque sorte, il faut qu'ils soient immédiatement identifiables, mais Jacobs lui-même, si on regarde bien, Blake et Mortimer, ils ont bien évolué au fil des ans, à l'aune du dessin de Jacobs lui-même. Bon, là, les albums qui servent de référence, on les connaît. C'est La Marque Jaune et les 2 tomes du Mystère de la Grande Pyramide. C'est la période vraiment ligne claire. Donc, mais on doit tellement les représenter, ces personnages, que forcément, il y a un moment où je me les accapare un peu. Mais il faut, malgré tout, toujours que la barbe de Mortimer tombe juste, qu'il ait cette rondeur. Rondeur, en l'occurrence, qui a tendance un peu à diminuer, mais pourtant que moi j'affectionne, je le dis à chaque fois, j'aime bien il est costaud, il est vif et tonique, mais il a des formes, Mortimer. Moi j'aime bien ça, cette différence physique avec Blake. Ouais. Étonnamment, il paraît que tous les dessinateurs, les repreneurs jusque-là ont plus de difficultés avec Blake. Moi, c'est le personnage qui m'est venu le plus naturellement. Cette espèce de prestance, de réserve, c'est peut-être du fait d'avoir fréquenté des militaires, la Marine nationale, comme j'ai commis quelques albums dans ce domaine-là. Ouais. Une certaine habitude de l'uniforme, je ne sais pas. J'ai beaucoup d'affection pour Blake, voilà. Mais évidemment, c'est un exercice délicat. Je trouve ça assez drôle. Je regarde aussi les remarques qui peuvent être faites sur l'album. Il y en a qui disent on ne reconnaît carrément pas les personnages de case en case. D'autres qui disent un petit peu, je suis bien exagéré quand même. Ils disent très bien, on est revenu à quelque chose qui, comme l'évoquait Étienne, qui me semble plus cohérent par rapport aux albums référents et qui sont affectionnés. Voilà. Surtout pour une aventure londonienne, être dans une espèce de sobriété élégante et un pur langage graphique.
qui a été l'objet aussi de conversations, d'un travail intéressant, je trouve, avec Laurence Croix, où on a vraiment fait tous les trois ensemble un travail main dans la main en donnant une vraie identité et une vraie réflexion par rapport à la mise en couleur. Parce qu'au centre de l'album, cette fois-ci, et c'était le cas déjà évidemment avec l'onde, Septimus, il y a Yves, il y a Ulrich. C'est très intéressant de voir comment déjà graphiquement Christian le fait évoluer, puisqu'il n'est plus, si on prenait une comparaison cinématographique du côté obscur de la force, en tous les cas pas de façon aussi claire. On le voit bien évoluer. Dans le scénario de Dufaux, il y a ça. Il y avait déjà ça dans le premier, il y a bien plus ça ici. On ne sait plus de quel côté le classer à la fin. Et j'imagine qu'à travers les différentes équipes que vous lancez, les différents projets que vous dessinez, le fait qu'on cerne Ulrich de façon si particulière dans ces deux tomes-là, et quand on sait à quel point Jacobs lui ressemblait, peut-être physiquement un peu, à quel point il est important, j'exagère peut-être un tout petit peu, mais aussi important que Blake et Mortimer, le fait de le prendre lui pour ces deux tomes-là, j'imagine que c'est quelque chose qui compte de façon très importante dans la collection. D'abord, il faut saluer effectivement le travail graphique de Christian sur Ulrich, parce qu'il a réussi à en faire, je dirais, un nouveau personnage, un nouvel Ulrich, ce qui est effectivement une réalité dans le scénario de Jean Dufaux. Mais Christian a réussi à faire son Ulrich à soi, ce qui est pas facile, surtout, je dirais, après André Giard, qui pour moi, jusque-là, on avait fait vraiment un grand personnage, graphiquement en tout cas, que j'aime beaucoup sa vision d'Ulrich. Donc, je salue Christian là-dessus, parce que l'histoire de Jean est évidemment fort basée sur l'importance d'Ulrich. Et il faut rendre à César ce qui est à César. L'importance d'Ulrich, le développement du personnage d'Ulrich et l'importance de Ulrich dans ces deux récits est vraiment une idée à Jean Dufaux. Il a voulu s'emparer de ce personnage qui existe depuis longtemps, et de lui donner un nouvel éclairage. Là, Ulrich est éclairé d'une autre manière, et c'est sûr qu'après ces deux albums, Ulrich ne sera plus jamais Ulrich d'avant. Enfin voilà, c'est certain qu'il y a, et ça c'est vraiment Jean qui l'a voulu, Jean qui s'est battu pour ça. Et je crois qu'il y a je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et c'est aussi, la preuve en est que pour la première fois dans l'histoire de Blake et Mortimer, on retrouvera Blake et Mortimer et Ulrich sur une même couverture. Ça n'existe sur aucun autre album. Donc c'est une première qui marque l'importance de Ulrich dans ce récit, et disons la place qu'on a voulu lui donner dans les aventures de Blake et Mortimer. Avec Étienne tout à l'heure, on évoquait justement la possibilité, la roue de secours qu'il représente souvent lorsque ça devient compliqué de finir des albums, ou que des dessinateurs se mettent comme ça dans des situations impossibles avec des scénaristes. Est-ce que vous réfléchissez, Yves, à l'avance à comment on forme les deux couples, comment on forme des nouveaux couples au regard de l'histoire que l'on va avoir à raconter? Et est-ce que plus encore, vous arrivez à, maintenant que vous avez quelques albums quand même à votre compteur aussi, à voir si l'entente va être possible, si ça va vraiment pouvoir fonctionner entre eux? Disons qu'on a commencé avec l'édito de Blake et Mortimer à proposer Blake à d'autres dessinateurs, tout simplement parce que André Giard avait manifesté une certaine fatigue à dessiner Blake et Mortimer.
bien que, comme toujours, on dit toujours jamais, et puis il va revenir quand même, et on en est très heureux. Donc, il a fallu trouver d'autres dessinateurs. C'est très très difficile parce que il faut trouver des dessinateurs qui ont été éduqués, qui ont vécu avec ces personnages, et ça commence à devenir rare. C'est pas évident. Donc on a trouvé Peter Van Dungen, que j'avais repéré dans un album qu'il avait fait pour une maison d'édition hollandaise il y a 15 ans. Donc je l'ai mis dans mon frigo pendant 15 ans en me disant un jour je le ressortirai. Ouais. Et effectivement, quand André a dit bon là je vais faire une petite pause ou je vais arrêter, j'ai ressorti Peter. Voilà, qui a voulu travailler avec Teun. Bon, eux se connaissaient, donc il n'y avait pas de problème entre eux. Et puis, bon, ils ont travaillé avec Yves Sand, qui a été éditeur, qui est scénariste, donc qui était habitué quand même à travailler avec des auteurs. Le pari ici, Étienne Christian, Dufaux pouvait être plus risqué, mais j'ai un cheval de Troie dans la forteresse qui est Étienne Schrader, avec qui j'ai fait quand même pas mal de Blake, en qui j'ai une confiance presque aveugle, disons aveugle, allez, on va lui laisser ça. Et quand je sais que quand Étienne prend les choses en main, je sais que ça se passe bien, parce que comme il l'a souligné au début de l'interview, c'est quelqu'un qui est habitué à travailler avec des auteurs, c'est quelqu'un qui est habitué quand il le faut, et ça l'a été quand même quelques fois dans sa carrière, de ne pas se mettre en avant et d'oublier de temps en temps le moi-je, ce qui ne le rend pas plus petit, au contraire, qui le rend, à mes yeux, en tout cas, plus grand. Et donc, c'est quelqu'un avec qui il y a vraiment moyen d'établir un tandem. Donc, du moment où Étienne a accepté de travailler avec Christian, je peux pas dire que j'étais inquiet, voilà. Donc c'est une question effectivement de feeling, de partenaire, et je compte pas non plus développer des dizaines et des dizaines de duos. Hein. Quand je l'ai fait, c'est parce que on était obligé. Et là, pour peu que les gens aient envie, les auteurs qui sont là-dessus aient envie de continuer, je compte pas en trouver encore une dizaine d'autres. Voilà, je suis très content avec ces teams hollandais, Christian, Caillot, Étienne, voilà, et Aubin. Donc voilà, je trouve que là on a des teams qui sont vraiment très bons et très bien. À part si eux manifestent une lassitude, alors il faudra retrouver, mais on va plutôt travailler avec ces équipes-là, quoi. Justement, Étienne, dans le cinéma, vous savez, il y a ce qu'on appelle les script docteurs. Claude Sautet en était un, par exemple. Très, très souvent, il allait comme ça sur des films qui nous paraissent très éloignés de son univers à lui, hein, dépanné dans le plus pur anonymat, des scénarios qui étaient... alors, je pense qu'il faudrait inventer le draw doctor, et ça serait votre travail pour nombre de participations. Mais j'aimerais bien plutôt que vous nous disiez comment vous regardez ce travail sur Blake et Mortimer au regard de ce qu'est Amère Saison. Moi, je voudrais que tout le monde lise ça parce que c'est vraiment un album très, très bouleversant. Amère Saison, c'est magnifique. Et donc, voilà. Que représentent Blake et Mortimer? Que représentent les décors, l'ancrage, enfin, tout ce que vous pouvez faire sur Blake et Mortimer au regard de ces travaux très personnels que vous êtes aussi tout à fait capable de faire? Bien, voilà une question très pertinente. En voilà une. Ben, on a bien fait de rester jusque-là. Il est quelle heure déjà? Parce que figurez-vous, c'est une question que je me suis posée plus d'une fois. Je n'ai toujours pas de réponse. Je ne sais plus à quelle interview j'avais dit, en faisant référence à une célèbre séquence du Parrain 3. Donc, j'ai été formé à la ligne claire, en particulier par Alain Goffin, que je salue au passage. Donc, j'ai suivi des cours d'histoire pendant plusieurs années avec Alain Goffin jusqu'à devenir un de ses collaborateurs. Et puis, mes premiers albums étaient
très marqué ligne claire, et j'ai fait des efforts assez conséquents au moment de la meilleure saison pour oublier la ligne claire. Et il faut que Blake et Mortimer me ramènent dedans. Mais les années passent et je ne suis plus du tout certain d'avoir encore la capacité physique de dessiner en ligne claire avec plein de détails, etc., même si je continue à dire, vous savez, dans un immeuble, il est toujours beaucoup plus facile d'ajouter des fenêtres que d'ôter les fenêtres inutiles. J'ai passé ma vie, une bonne partie de ma vie de dessinateur, à dessiner des fenêtres, des pavés, des trucs compliqués, etc. Tout ce que les dessinateurs n'aiment pas, moi j'ai gagné ma vie avec ça. Et donc, quand le cri du Moloch s'est présenté, donc il y avait 7 ans entre les deux, je me suis posé la question, oui, mais est-ce que je suis encore capable de dessiner de cette façon-là? Ça n'a pas été facile du premier coup. J'ai retrouvé une discipline que j'avais, j'ose le dire, que j'avais quand même bien oubliée. Parce qu'il y a une grosse différence pour moi entre dessiner et ancrer. Jusqu'à présent, j'ancrais. Et mon plaisir de dessinateur dans la bande dessinée, c'est l'ancrage. Le crayonné, c'est vraiment une épreuve. C'est une épreuve, c'est physiquement épuisant. Pour les yeux, pour les mains, pour la concentration, etc. Ça n'en a pas l'air, mais c'est physique. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, puisqu'on a parlé de Peter van Dongen et de cette école hollandaise, un auteur hollandais qui avait été pressenti était Dirk van den Bogart, qui est le pape, un des papes de la bande dessinée de la ligne claire néerlandaise. Eh bien, je l'ai rencontré, on en a discuté, et quand il a vu ce que ça représentait, il m'a dit clairement, moi je n'ai plus la force de faire ça. Moi je dessine et ce sont tous les autres qui font le boulot. Je mets les personnages en place. Je n'ai plus la force. Il faut le croire. Je ne me souviens plus très bien de la question, du coup, mais... on parlait du retour à la ligne claire quand on fait autre chose. Pour moi, c'est réellement, avec Christian, ça a vraiment été un retour. Et surtout, donc, outre la capacité, la compétence, on oublie trop souvent l'élément qui est pour moi et pour nous le plus important, le plaisir à faire ça. Parce que si faire un Blake et Mortimer commence à devenir une souffrance, il y a toujours une part de souffrance. Mais si la souffrance l'emporte sur la compétence, alors à ce moment-là, bon, je ne voudrais pas être à la place du dessinateur. Faire cela. La question, elle est pour vous, Christian. Vous savez peut-être que le peintre Pierre Bonnard, à la fin de sa vie, il allait dans les musées et il rectifiait ses propres tableaux. Il s'était fait choper comme ça au musée du Luxembourg parce qu'il était en train de peindre sur sa toile parce qu'il trouvait que c'était pas assez bien fait. Vous me voyez venir avec ma question, évidemment. À quel moment, lorsqu'on reprend un personnage comme ça, qu'on l'a crayonné, qu'on l'a chargé, à quel moment on sent que là, peut-être on le tient? Est-ce que le fait de travailler avec Étienne, ça simplifie en lui montrant? Comment on peut savoir que c'est pas la peine d'aller plus loin, que là, cette fois, c'est bon? Oui, vaste question. Déjà, pour revenir un peu, ça y participe, mais par rapport à ce qui a été dit avant, c'est vrai que d'un seul coup, parce que Étienne et moi, en fait, nous connaissons depuis longtemps. On a publié chez Dargaud tous les deux, on connaît nos boulots respectifs et on s'apprécie, en fait. On se connaît depuis des années. Donc, parce que ce qui n'est pas dit, c'est que l'idée de former ce duo aussi vient d'Étienne, qui, voilà, même si j'avais fait des premiers essais en solo, justement, on a identifié des choses qui sont encore des faiblesses de ma part pour être en mesure d'accomplir seul un Blake et Mortimer, et ça, je le comprends très, très bien. Et je l'ai d'autant mieux accepté, déjà, je connaissais Étienne, mais d'un seul coup, la tâche devenait moins pharaonique. C'est un chantier assez énorme, on l'a bien compris avec tout ce qu'on a dit, de faire un Blake et Mortimer. Ouais. Ça répond
le fait de dire que c'est pharaonique répond en partie à la question de savoir à quel moment on est content et on s'arrête. Depuis 30 ans que je fais de la bande dessinée, j'ai jamais été content d'un dessin que j'ai donné. Hein. Comme Bonnard. Mais le jour où on est content. Il y a des moments fugaces où on sait qu'on dit ah voilà, là ça marche là, mais la case n'est pas finie, on finit la case et puis la grâce fugitive s'évanouit. Mais il y a un moment, il faut que ça marche à imprimeur. De toute façon, voilà, où j'ai la coloriste en l'occurrence, surtout quand les délais sont un peu serrés. Donc on lâche le bébé, jamais content. Mais de toute façon, je suppose, enfin, je me dis ça depuis longtemps. Le jour où on est content, faut changer de métier. C'est justement ne pas transformer en corvée ce qui doit rester un plaisir. Et le fait justement d'avoir mené ce chantier à deux a permis de préserver ça en échange constant. On n'a pas arrêté de s'échanger. On a malheureusement été confronté à la situation sanitaire qu'on connaît. On devait se retrouver physiquement beaucoup plus. Bien de honneur, t'entends hein Mais on a fait tout ça par Internet de façon débridée entre Bruxelles et Bordeaux, puisque moi je suis à Bordeaux. Mais on a vraiment en flux continu, on se montrait tout, nos ébauches, nos crayonnés, nos ancrages. Et je crois que justement, ça s'est bien passé entre nous. Et bon, difficile pour moi d'avoir ce regard-là, mais je crois voir aux réactions que le mix de nos deux tâches passe bien dans les pages, que c'est pas qu'il n'y a pas de contraste saisissant et que voilà, ce mélange de nous deux fonctionne bien dans les planches. Et c'était ça le but Covid. Voilà. Évidemment. Christian parlait à l'instant de ce qui avait été perturbé par le virus. Il y a autre chose, Yves, qui a été perturbé puisqu'il devait paraître en décembre aussi un album un ouvrage un petit peu particulier, signé François Rivière et illustré. Voilà. Et donc ça va être repoussé. À quand on verra ça à quel moment? Oui, c'est-à-dire que chez Dargaud, on a repoussé très très peu d'albums. On a décidé de maintenir la plupart, mais effectivement, on avait un peu peur que cette collection qu'on a rebaptisée le premier chapitre, où il y a déjà eu un livre d'André qu'on va rééditer en même temps, pour lui donner la meilleure visibilité possible. On l'a repoussé. Alors, les dates sont pas encore tout à fait définies, mais vous parliez tout à l'heure des 75 ans de Blake et Mortimer en septembre. Donc, on s'achemine tout doucement vers une sortie là pour lui donner le maximum de visibilité. Et on voudrait aussi que les 75 ans de Blake soient un peu une fête. Donc, on va demander à pas mal d'auteurs de rendre un hommage, de dessiner l'espadon, de commenter les cases qu'ils aiment bien de l'espadon de Jacobs. Voilà, il y aura aussi des opérations, évidemment, de livres autour de Blake, mais je voudrais vraiment en faire un peu une fête, quoi, que ça soit quelque chose pas uniquement commercial, mais aussi quelque chose d'un peu esthétique, et de faire parler des tas de grands auteurs comme François Skeuten, qui sont des grands admirateurs de Blake et Mortimer et d'Edgar P. Jacobs, et de les faire parler sur ce maître et de s'exprimer voilà, sur son œuvre. Finalement, on n'a pas eu beaucoup l'occasion d'entendre des grands auteurs parler de Jacobs, et je voudrais que ces 75 ans soient une occasion. Voilà, donc on va tout faire pour que ça apparaisse là, à ce moment-là, quoi. C'est drôle que vous disiez ça parce qu'il y a justement un de nos internautes qui nous demande si l'un de vous trois, ou peut-être plusieurs de vous trois, s'était penché sur
la biographie d'Ulrich publiée justement par un ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, et par son fils, si j'ai bonne mémoire, c'est publié chez Fayard. Et donc, puisque Ulrich est bien au cœur de cette nouvelle aventure, si vous avez eu la curiosité d'aller lire ce que pensait un ministre socialiste, mais ministre quand même, qui, je blague, qui donc, de façon très sérieuse, est planché sur ce brave Ulrich. Alors, on a, enfin, en tout cas, moi, j'ai effectivement lu ce livre. Enfin, si la question c'est est-ce que ça nous a inspiré? Non, parce que Jean avait déjà l'idée de ce personnage d'Ulrich bien avant le livre de Védrine. Par contre, moi, j'ai eu la chance et l'extrême honneur de le rencontrer plusieurs fois, de manger avec lui. Si vous ouvrez la première page de ce livre, vous verrez que je suis remercié pour la relecture. Donc, j'ai fait la relecture. Il a osé me confier ça. Donc, j'ai vraiment, entre guillemets, et à mon niveau, participé à ce bouquin. Je trouve que c'est un superbe travail, c'est un superbe éclairage sur Ulrich. Et bon, en tant que belge, peut-être moins projecteur braqué sur Monsieur Védrine, mais j'ai eu l'occasion de découvrir ce monsieur qui est un grand monsieur, et c'est passionnant de se retrouver attablé avec lui, de l'entendre parler pendant 2 heures de Blake et Mortimer. C'est un grand honneur, et donc c'est un bouquin que j'aime beaucoup, qui va être réédité en février en poche. Donc voilà, si vous l'avez raté, ce sera l'occasion de le racheter. Et ouais, c'est un bouquin que je recommande chaudement. Je sais pas si Étienne et Christian ont eu l'occasion de le parcourir. Qui est-ce? Il est là dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas lu encore. Mais je veux dire, je me suis un peu empêché. Enfin, c'est typiquement le genre de choses que je m'empêche un peu de faire quand il y a l'album à dessiner. Et moi, ce que j'ai aimé dans le Cri du Moloch, c'est, mais je crois que c'est à l'image de la couverture, ce qu'on a essayé d'exprimer, c'est l'ambiguïté du personnage, de jouer là dans cet épisode-là, sur le fait de ne pas savoir si il est sympa ou il reste méchant, Ulrich, finalement. Il fallait que je me... Non, il reste après. Non, il vient d'Estonie. C'est déjà très amusant d'être allé le faire naître là-bas, essayer de lui trouver des origines de ces petits pays baltes coincés par la Russie et dans une géopolitique bien complexe, et qui peut-être s'arrangera pas dans les années à venir au regard de ce qu'est Monsieur Poutine, mais en tous les cas, il le fait naître là-bas, et il le coince d'entrée là-bas. Et vous, Étienne, vous l'avez lu? Je l'ai lu, oui. Il m'a beaucoup amusé, et particulièrement le fait qu'Ulrich soit estonien, selon lui. Selon lui, hein. Selon Aubin, mais on n'est pas loin, parce que Ulrich ne serait pas le premier estonien héros de bande dessinée. Hein. Souvenez-vous de Coq en stock, le pilote Zut est estonien lui aussi. Donc là, ça m'a interpellé. Et bravo Étienne. Oui. 1-0. Voilà. Sans qu'on lui pose la question, c'est typiquement pour ça que Étienne s'entend avec tous les dessinateurs. Il est capable de dire des choses comme ça. Et je vous assure que si vous êtes dessinateur et qu'on vient vous chercher quelque chose on vous regarde autrement à partir de ce moment-là. Non, mais l'idée de me faire intervenir dans Blake et Mortimer, comme il l'a dit lui-même, rendons à César ce qui est à César, c'est Yves Schlierf qu'il a eu au début des années 90. J'ai reçu un coup de fil de Yves Schlierf me disant textuellement, mais je caviarde les noms, tu as été capable de travailler avec tu es donc capable de travailler avec Ted Benoît. C'était bien comme phrase. Ça a coupé à un moment donné. Ouais, voilà. C'était bien comme phrase. Ça a coupé. Donc, j'ai une autre question. Pour revenir au livre de Védrine, ça m'a donné quelques idées d'ailleurs, mais c'est pas... Ah oui, c'est ça qui est intéressant. En tout cas, on le salue et on l'aime très fort. Voilà.
notre question, elle est un peu pour vous trois aussi, parce que je ne sais pas si ça se fera comme ça, mais en tous les cas, est-ce que vous auriez envie? C'est ceci. Est-ce que on pourrait imaginer Blake et Mortimer au cinéma, pas en film d'animation, hein, au cinéma, avec des acteurs, peut-être quelques actrices, mais plutôt des acteurs. Enfin, là, il y a plus de femmes hein, dans celui-là quand même. Donc, avec des actrices. Est-ce que vous auriez envie de voir ça? Et est-ce que ça serait possible, Yves? C'est possible. Il y a des options qui sont sur Blake et Mortimer depuis, je sais pas, 20-30 ans. Le problème, c'est que ça n'a jamais abouti. C'est toujours resté au stade d'option. C'est quelque chose de pas facile. Là, la personne disait quel titre. Je n'ai pas spécialement une idée. Enfin bon, oui, l'espadon, ça coûterait une fortune, donc à mon avis, ça ne verra jamais le jour. La marque jaune, Jean Van Damme prétend que c'est impossible à adapter au cinéma, puisque dès le début, on sait ce qui s'est passé. Donc voilà, je veux dire, enfin l'affaire du collier, pardon. Oui. Voilà. Donc c'est compliqué. Il y a eu comment il s'appelle, James Hunt, qui a fait une tentative, le réalisateur, d'adapter ça. On va faire 5 minutes de pub. Dans le dernier cahier de la BD, il y a quelques dessins magnifiques et quelques photos de ce film qui n'est jamais sorti. Donc pour les amateurs, allez voir dans le dernier cahier de la bande dessinée spéciale marque jaune. Je trouvais que enfin ce que j'ai vu là publié était magnifique. Donc comme on a un projet de petit bouquin, dernier chapitre, premier chapitre avec lui, je vais le retaner pour voir s'il veut quand même pas s'y recoller. Voilà, je sais pas si on a des chances, mais on va essayer. Et le cinéma, tous les deux, ça, Étienne, oui, avec des idées d'acteurs pour jouer ça. Justement, le corpus de Jacobs, en tout cas, offre des films, des possibilités de films à budget très différent. Hein. Ouais. Du collier, ça ne devrait pas coûter une fortune. Par contre, l'Atlantide, là, on commence à faire monter les prix. Mais la marque jaune, pourquoi pas? Ouais. Ça serait, parce que justement, on viendrait dans cet univers londonien qui est si important aussi dans l'album dont on a. C'est-à-dire qu'il faut trouver quelqu'un qui a un regard comme la Moffat dans Sherlock Holmes de la BBC, quoi. Voilà, il faut réinventer les personnages, il faut réinventer l'univers et Steve Moffat sur Sherlock Holmes c'est un génie absolu. Je suis un grand fan de ce scénariste Steve Moffat. Voilà. Voilà, je sais qu'on lui en a parlé un jour, mais je crois pas que c'est abouti. Mais lui, il aurait pu faire ça. Il s'est bien attaqué à Tintin, donc pourquoi pas Blake et Mortimer. Mais qui sait un jour, voilà. Et moi, dans ma tête, Blake et Mortimer ont toujours été très proches de Sherlock Holmes. Voilà. Un jour, François Rivière décrivait ce qu'il y avait dans la bibliothèque de Jacobs, puisque c'est quand même une des rares personnes qui l'ait interviewé de son vivant longuement, qu'il a rencontré plusieurs fois, et il s'attendait à trouver des tas de choses, et puis finalement, il a juste trouvé Sherlock Holmes. Et donc ça m'a conforté dans ma vision Conan Doyle, voilà Jacobs, ce que disait François, quoi. Bien sûr, évidemment. Puis dans le format Mortimer, Blake, il y a évidemment le Watson mais il y a aussi plus encore ici, me semble-t-il, pour ceux qui lisent vraiment Holmes, vous savez, le vrai cœur du problème, le cœur des aventures de Sherlock Holmes, c'est son frère. Évidemment, son frère bosse pour, à l'époque, le plus grand empire qu'il y ait sur Terre, et il bosse dans les services secrets. Donc, continuellement, il est en opposition à son frère. Et son frère, là, ça serait évidemment Ulrich, enfin, on le reverrait. Voilà, moi, je vois Ulrich en Moriarty, mais ouais, c'est ça, le truc, hein, bon. Mais plus là, il est trop bon pour être Moriarty. Ouais, voilà. Mais bon, on en débattra, on en fera un débat. Le temps passe à toute vitesse, vous vous rendez compte, il est déjà 18h54. Alors, donc, on répond aux questions. Monsieur Caillot, nous sommes déjà rencontrés, je vais vous montrer. Vous savez ce qu'est une métalepse, cher Monsieur Caillot?
en narration. Une métalepse, c'est, grosso modo, pour donner un exemple qui allait très vite, c'est la rose pourpre du Caire. Vous voyez, c'est quand l'actrice ou l'acteur sort de l'écran. Alors voilà, moi, je vous avais rencontré, c'était en 2002, je dirais, et vous m'aviez dessiné cette magnifique personne, vous voyez, cette extraordinaire personne. Et on vous dessine comme ça une très jolie femme, et après, vous vous mettez à la chercher partout, parce que si elle est proche comme ça, parce qu'elle n'est même plus dans l'album, elle est sortie lorsque c'est une dédicace. Et on se dit, dans la vie, elle doit bien être quelque part, cette aussi belle personne. Et on la cherche indéfiniment et on la croise jamais. Et on est un peu triste, finalement. Elles sont trop bien, ces dédicaces. Mais voyons, on s'était déjà rencontrés, cher monsieur Caillé. Étienne, Yves, merci beaucoup. En fait, en vous voyant comme ça sur l'écran, il y a vos deux noms qui s'affichent, vous voyez, et on voit SCH, SCH. C'est-à-dire qu'il y a 66% des personnes que j'ai interviewées ce soir dont le nom commence par SCH. Pour que je fasse aussi fort, il faudra qu'on interviewe un truc dans le village des Schtroumpfs la prochaine fois, à mon avis, pour que j'arrive à quelque chose d'aussi fort en SCH. Merci mille fois à tous les trois. C'était super sympa de venir parler avec nous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.